Cette vidéo est sponsorisée par vous. Si vous avez envie et les moyens de participer à la vie de la chaîne, une page de financement participatif se trouve en description de la vidéo. Le bisou. Camarades, bonjour. Aujourd'hui, on va faire un exercice un poil différent d'habitude. Si c'est vrai que souvent on fait quand même des grandes frises historiques ou l'étude de grands personnages, même si je déteste l'expression, je dois bien vous le confier, eh ben, on essaye quand même de se démarquer un peu de la méta YouTube. Déjà, je fais qu'une seule vidéo dans le mois, ce qui n'est pas spécialement une bonne idée, une vidéo plutôt longue, qui, bon, même si je l'estime assez digeste, ne l'est pas pour tout le monde, est quand même pas mal sourcée. Le but étant pour moi d'aller creuser dans de la documentation, des papiers d'historiens, des écrits universitaires, des sources, quelque chose qui n'est pas facile d'accès pour le grand public. Quelque chose comme ça que j'arrive à amalgamer, vulgariser dans une vidéo, afin de remettre en question ou d'éclairer certains grands événements historiques, principalement médiévaux, qu'on croit connaître ou alors qu'on a mal compris. Le but étant, tout en gardant un côté divertissement, on va pas faire des conférences à la Patrick Boucheron, je suis pas sûr qu'il y en ait beaucoup qui soient restés là dans la chaîne après tout ça, bien que déjà là, je dois bien vous le dire, le pattern que j'ai pris n'est pas le plus simple. Bref, garder quand même un côté divertissement, mais en tirant une base scientifique carrée. Alors, c'est pas pour tirer une balle perdue à tous mes collègues, au contraire, il y a pas mal de mes camarades vidéastes qui sont des tauliers de la discipline, c'est des cadors, et même certains qui sont dans le haut du panier, selon moi, qui font de la vulga de qualité, de très grosse qualité, et certains même qui vont vraiment se rapprocher, de travaux d'historiens. Bref, tout ça pour vous dire que d'un point de vue personnel, je suis consommateur comme vous, souvent je reste quand même sur ma faim, parce qu'on va sur des choses assez rapidement, on prend pas le temps d'étudier la question, et dans le fond ils ont raison. Parce que bon, quand on regarde leur chaîne et la mienne, eux ça marche, c'est eux qui ont raison visiblement. Mais toujours est-il que moi finalement, l'avenir de la chaîne ça a jamais été le but principal de mon travail. Alors certes on va pas se mentir, si j'arriverais à en vivre pleinement, j'en serais le premier heureux. Mais le but était tout simplement que je m'occupe et vous de vous vulgariser quelque chose de scientifiquement carré. Et aujourd'hui justement, exercice un poil différent, on va mettre le fun de côté et on va se lancer dans un sujet un petit peu perché. Alors vous le savez, mon dada, c'est cette première partie du Moyen-Âge qu'on avait vue ensemble il y a maintenant quelques années, cette période entre les 5e et 11e siècles. Une période qui me tient à cœur, où je connais pas mal de choses, où sur la période européenne, il y a aussi pas mal d'instrumentalisation en Occident, surtout de la part de la fachosphère. Après tout, la chaîne elle est à peu près née comme ça, Les travaux sur Clovis, c'était pour remettre un peu l'église au milieu du village, on va dire. Bref, tout ça pour vous dire que ce premier Moyen-Âge est quelque chose que j'affectionne particulièrement, et qui souvent, est mal étudié, mal compris, et encore sur des bases qui peuvent nous sembler pourtant évidentes. J'en veux pour preuve, par exemple, sur la dernière vidéo que j'ai faite, à propos de Justinien, vous êtes nombreux à être venus à me dire que finalement, on aurait presque dû lire une vidéo sur un personnage antique, et que du coup, le Moyen-Âge, ça commence quand, en fin de compte? Alors je sais, ce genre de vidéo purement historiographique, ça risque de bider sérieusement. Moi-même, déjà à l'époque, à la fac, c'était pas trop mon truc, l'historiographie. Et toujours est-il que la question était quand même assez intéressante, et je me suis dit que dans le contexte de la chaîne, elle était pertinente, cette vidéo. Et ensemble, c'est vrai qu'on va mettre à peu près de côté toute la partie divertissement, fun et grands personnages habituels, mais on va essayer de parler et se raisonner à peu près ensemble sur quand est-ce que débute la période. On va essayer de voir quels sont les travaux des historiens sur le début de la période, quand on peut la faire débuter, et tenter de répondre à cette question qui était ma foi plutôt intéressante. Justinien, finalement, c'est un personnage antique ou médiéval. Alors, pour les quelques fidèles de la chaîne qui étaient peut-être là au début, c'était la dernière vidéo où j'avais pas encore de facecam, j'avais fait une vidéo justement de présentation de la période alto-médiévale. C'était une vidéo qui était faite après la sortie de la toute nouvelle histoire du Moyen-Âge par Florian Mazel, ce qui était une belle pavasse. Bref, Florian Mazel, avec de nombreux historiens, s'était dit qu'à raison, le Moyen-Âge découpé en 3 périodes, finalement, c'était pas si pertinent que ça. Que certes, il y avait un sens pour le premier tiers et le dernier tiers, mais que le Moyen-Âge central, cette période entre les 11e et 13e siècles, était un peu floue. C'était une période de transition et qui n'avait pas véritablement de but d'être là, et avait des points communs avec les 2 premiers tiers, chacun de leur côté. Bref, Florian Mazel avait fait une espèce de thèse comme ça, tirée de l'archéologie d'un découpage du Moyen-Âge en 2 parties. Un premier Moyen-Âge allant des 5e au 11e siècle, et un second allant du 11e
au XVe, voire peut-être XVIe siècle. Et je dois bien vous le dire que, étant archéologue de formation, ce découpage m'a beaucoup plu et m'a bien parlé. Toujours est-il qu'en plus de ça, ensemble on avait vu les raisons qui avaient poussé que cette idée du découpage était loin d'être fausse et plutôt pertinente. Alors, je vais pas vous refaire toute la vidéo, c'est pas le but ici, et si j'arrive à maîtriser les arcanes de la techné, je vous la mettrai quelque part dans un lien. Bref, toujours est-il que pour résumer, ce découpage en 2 Moyen-Âge était plutôt logique à mon sens, puisque si on suivait le découpage en 3 périodes, certes pour le 2e et le 3e Moyen-Âge, on avait des dates qui étaient à peu près logiques, mais pour la période alto-médiévale, c'était compliqué. S'il y avait déjà un débat sur quand faire débuter la période, quand la faire terminer, on n'en savait rien. On pouvait mettre le règne de Charlemagne, l'avènement robertien, la création du Saint-Empire, le début des croisades, le schisme d'Orient, bref, il y avait tout un tas de périodes, tout un tas d'événements et de personnages historiques qui pouvaient symboliser la fin de la période médiévale et faire rentrer l'Europe occidentale dans un Moyen-Âge central, que finalement, personne n'avait véritablement de fin à la période alto-médiévale. Là où je veux en venir, c'est que dans cette vidéo, on avait vu très brièvement, parce que c'était pas le but, que justement, faire débuter le haut Moyen-Âge au 5e siècle, là aussi, c'était un peu douteux. Que 476, finalement, ça n'avait pas véritablement de sens. Je vous rappelle la fameuse expression de chute sans bruit de l'Empire. Toujours est-il que j'avais plutôt esquivé le sujet pour se concentrer justement sur une présentation de la période, et vous dire qu'elle était loin d'être aussi bourrine que ça. Mais aujourd'hui, c'est l'occasion de revenir sur les débuts de la période alto-médiévale. Finalement, ça commence quand? Et ça, je dois bien le dire, c'est grâce à vous. Comme je vous l'ai dit un petit peu plus tôt, vous êtes nombreux, après la vidéo de Justinien, à m'avoir posé cette question de finalement, ça commence quand, le Moyen-Âge? Et c'est l'un de vous qui a posé cette question la plus pertinemment possible, je trouve. Finalement, Justinien, c'est un personnage antique ou médiéval. Parce que bon, comme tu le racontes, on n'a pas l'impression que pour lui, ça a beaucoup changé, depuis les 4e, 5e siècles. On parle le latin, le grec, les régions ont des noms de provinces romaines, les personnages et peuples affrontés sont les mêmes que dans l'Antiquité, avec les Huns, les Perses, les Germains, mais pour autant, on est quand même au 6e siècle, les Mérovingiens sont déjà bien installés en Gaule, les Saxons en Bretagne, et que ça paraît évident qu'on était déjà bien entré dans la période médiévale, non? Alors du coup, il commence quand, le monde médiéval? Alors bon, pour le bien de conception de cette vidéo, quand je vais vous parler ici de début du Moyen-Âge, ce sera considéré pour l'Europe occidentale et plus ou moins l'ensemble du bassin méditerranéen. Je vous rappelle que cette notion de Moyen-Âge, n'a pas véritablement de sens. Elle a du sens certes pour les pays du Vieux Monde, mais si vous allez sur le continent américain, en Asie, au Japon, en Mongolie, en Éthiopie, en Algérie, en Égypte, en Indonésie ou que sais-je encore, Moyen-Âge, ça n'a aucun sens. C'est fait justement pour parler d'une période après l'Antiquité gréco-romaine dans l'ensemble du bassin méditerranéen. Et pour le bien de cette vidéo, quand aujourd'hui je parlerai Moyen-Âge, c'est sous-entendu cette période-là et cette région-là du monde. J'espère que vous m'entendrez par rigueur. D'ailleurs, de nombreux historiens vont dans ce sens que l'idée même de l'Europe et de l'histoire de l'Europe est indissociable de la période médiévale et ne concerne que celle-ci, puisque en fait, déjà c'est un cadre géographique et temporel très limité, et Le Goff lui-même va jusqu'à dire que l'idée même d'Europe est indissociable de la période médiévale dans son Europe est-elle née au Moyen-Âge. Je vous le cite. Je vais maintenant évoquer ce que, dans une succession de périodes, le Moyen-Âge apporte à des strates formant l'une après l'autre les bases mêmes de l'Europe. Une première strate est mise en place pendant la période des invasions et des installations barbares, de l'ancien empire romain au IVe et au 8e siècle. C'est la conception même de l'Europe. Puis s'installe au 8e, 10e siècle la strate carolingienne. C'est une Europe avortée, mais qui laisse un héritage. Autour de l'an 1000 apparaît alors une Europe rêvée et potentielle. Lui succède l'Europe féodale des 11-13e siècles. Au XIIIe siècle se met alors en place l'Europe rayonnante des villes, des universités, de la scolastique, des cathédrales et du gothique. Enfin, les épreuves du XIV-XVe siècle secouent sans détruire les structures pré-européennes. Alors, gardez bien la chronologie qu'a donnée Le Goff sur le Moyen-Âge, puisqu'on y reviendra. Pour lui, le Moyen-Âge, le beau Moyen-Âge, le Moyen-Âge fantasmé commence avec le XIIIe siècle. Mais on y reviendra. Toujours est-il que d'après Le Goff, donc, l'Europe et les Moyen-Âge sont indissociables, comme si avant, une idée de construction européenne n'existait pas.
Alors déjà que ça pourrait être anachronique de parler de construction européenne à l'époque médiévale, eh ben c'est aussi, je pense, une bêtise de dire que ça naît à la période médiévale. Loin de moi de critiquer Sacro-Saint Le Goff, il était autrement plus brillant que le pauvre con que vous avez devant vous, mais toujours est-il qu'à la période antique, sous l'Empire romain, dans les mondes hellénistiques, et même dans une certaine mesure chez les peuples celtes, on avait déjà une volonté un peu d'universalité de ces peuples qui étaient combattibles, de construction pré-européenne sur le continent et d'une culture partagée. Et dire que l'Europe naît au Moyen-Âge, eh ben, ce serait quand même sujet à débat. C'est pas une affirmation. Vous dites faire comme ça, vous faites comme ça, et puis c'est tout. Ah ben voilà, c'est la crise d'autorité. Ah, c'est bien la peine de faire des rayons de 3 plombes pour en arriver là. Au bout d'un moment, c'est qui le patron? Ça va, on sait. Tout ça pour vous dire, quand je me suis replongé dans le Goff et que ça m'a fait tiquer avec cette chronologie, ça m'est revenu tout de suite en tête une citation de mon prof d'histoire médiévale du temps que j'étais à la fac. Olivier Bruand, pour ne pas le citer et le remercier aujourd'hui, nous disait, en gros, qu'il fallait arrêter d'écouter tous ces intellectuels qui vous plaçaient la naissance du village au XIIe siècle, comme s'il n'y en avait pas avant. Alors certes, il n'y avait pas d'église, et pour eux donc le village n'existait pas, mais il suffisait d'ouvrir un bouquin sur des sources antiques, qu'est-ce qu'on trouvait dans les campagnes? Des villages, et à profusion. Merci tout le monde. Bref, ce que voulait dire ici notre prof d'histoire médiévale, du moins c'est comme ça que je l'avais compris, c'est que il fallait bien comprendre que chez les historiens, il y a toujours des guéguerres de clochers pour dire que ma période, mon domaine d'expertise ou le peuple que j'étudie est mieux que celui du concurrent. Puisque celui d'en face, forcément, il connaît moins bien que moi. Et Le Goff, qui étudiait beaucoup justement cette période post-11-12e siècle, et ben pour lui, le cœur du Moyen-Âge c'était ça. Et ce qui se passait avant, on va le voir, et ben c'était assez douteux. Bref, tout ça pour vous dire que justement, ça a été ça, le souci principal dans mes recherches pour cette vidéo, ça a été de trouver des travaux d'historiens, et ben qui corroborent d'autres historiens afin d'en tirer une réponse plutôt objective sur la question quand débute le Moyen-Âge. Chacun y va de sa période, et chacun place les débuts de manière très différente. À titre d'exemple, je vais vous prendre 3 historiens, un français, un britannique et un irlandais, et vous allez le voir, si chacun a des raisons, chacun est assez brillant, et chacun n'est pas dans le tort, il n'y en a aucun qui est d'accord avec l'autre pour placer les débuts du Moyen-Âge. Déjà, bonne chose, c'est que chacun va placer le Moyen-Âge sur une période de plusieurs siècles, du moins pour la création, puisque pour eux, ils ont enfin compris que le Moyen-Âge n'était pas une rupture brute, qu'il n'y avait pas un siècle, voire même pire, une année, type 476, qui faisait basculer l'Europe de la période antique à médiévale. Ces 3 historiens, c'est Jacques Le Goff, Peter Brown et Alan Cameron. Pour Le Goff, vous l'aurez compris avec la citation, pour lui le Moyen-Âge débute quelque part entre les 4e et 8e siècles. Et ce qu'on peut dire, c'est que la période est quand même très large, 400 ans, mais on peut pas vraiment lui donner tort sur ce coup-là, puisque c'est bien entre ces siècles-là que les profonds changements de l'Europe occidentale et du bassin méditerranéen ont lieu, et qui vont faire basculer le monde occidental dans la période médiévale. Du côté irlandais, Peter Brown, lui, va placer ça entre les 2e et 7e siècles. Alors, c'est pas la même chronologie que De Goff, mais on est sur une période qui, là aussi, pourrait justifier. Pour lui, la crise du IIIe siècle, de l'Empire romain, le Bas-Empire, et jusqu'à l'avènement de la période islamique, c'est ça, la période de transition qui fait basculer le monde dans l'Antiquité jusqu'au Moyen-Âge. Enfin, pour le Britannique, Alan Cameron, lui, va mettre en place l'hypothèse qui est la plus répandue aujourd'hui parmi les historiens, et celle que je dois bien dire, je défends aussi souvent le plus, celle d'une période entre les 3e et 5e siècles. Mais du coup, pourquoi ? Pourquoi ces 3 brillants médiévistes ont pris ces siècles-là pour la période de transition? C'est une période qui est super large, quand on prend tous ensemble, ça fait entre les 2e et 8e siècles, il y en a probablement un qui a raison, et il y a probablement peut-être un événement ou un siècle de transition qui pourrait à peu près rassembler toutes les thèses de ces historiens. Mais ça, il faut bien le dire, c'est vrai pour le monde gréco-latin. Et gardez bien en tête cette notion de gréco-latine, puisqu'on va le voir justement, dépendamment où on se trouve dans le bassin méditerranéen, finalement, il n'y a aucun événement qui arrive à corroborer tous les historiens pour dire que c'est tel événement, ce siècle, est le siècle charnière, la période de transition. Vous voyez un peu où je veux en venir là? C'est compliqué, mais c'est compliqué. Vous croyez pas qu'on a autre chose à foutre que de s'échanger des oignons? Ça fait 1 heure qu'on est là-dessus. Si vous avez quelque chose à nous dire, vous nous le dites et puis c'est tout. À titre d'exemple, on peut trouver la montée du christianisme, la transformation de l'Empire romain en un empire chrétien, au 3e, 4e siècle, avec Constantin et Dioclétien, les migrations germaniques du 5e siècle qui vont faire les futurs royaumes médiévaux, la séparation de l'Empire romain en 2 entités, dont la partie Est va disparaître qu'au 15e siècle,
le couronnement de Charlemagne et donc la restauration de l'Empire en Occident, l'avènement de l'islam, la disparition de l'Empire d'Occident, justement, le baptême de Clovis, la création de l'heptarchie, c'est-à-dire des 7 royaumes anglo-saxons de Bretagne. Bref, vous l'aurez compris, dépendamment de si vous vous trouvez en Italie, en Grèce, en France, dans les îles britanniques, en Égypte ou peu importe, il y a toujours un élément dans cette période qui peut être défini comme celui marquant, la rupture entre Antiquité et Moyen-Âge, alors que dans le même temps, chez les autres, ça n'a aucun impact. Prenez par exemple le cas du baptême de Clovis, si ça marche bien pour la France, dans une certaine mesure, quand même l'Europe occidentale, et ben en Orient, en Syrie, en Palestine, en Égypte ou même en Grèce, et ben en fait, on s'en bat les couilles. Et ça ressemble à rien de dire que le Moyen-Âge commence avec le baptême de Clo-Clo. On peut donc en conclure directement qu'il n'y a pas une date, pas un symbole, pas un point de passage unique pour la transition de l'Antiquité au Moyen-Âge, mais plutôt que c'est une période de transition, que c'est un long processus qui ne peut être résumé à un événement ou à une seule date, aussi symbolique soit-elle. Mais du coup, si c'est si compliqué, pourquoi on n'aurait pas fait un consensus? Pourquoi les historiens se seraient pas rassemblés et on se serait pas dit, eh ben finalement, on va prendre une date certes au pif, mais qui peut être symbolique et qui, surtout, fera véritablement entrer tout le bassin méditerranéen dans le monde médiéval. Et pour ça, par exemple, eh ben on aurait l'an 1000, parce que personne ne peut le nier que dans l'an 1000, dans l'ensemble du bassin méditerranéen, ça y est, on est dans le monde médiéval, et en plus de ça, c'est un nouveau millénaire. Ça ferait une date unique. Pour les côtés pédagogiques et les profs des écoles qui aiment bien avoir des dates à des lieux clés pour enseigner aux élèves, ce serait pas mal. C'est pas si simple. Si déjà ce raisonnement ne serait pas du tout scientifique, mais je l'ai pas sorti de mon chapeau, il y a bien quelques énergumènes qui ont proposé ça, et ben, dans le fond, c'est que cette question de quand débute le Moyen-Âge, c'est une question qui est aussi vieille que la période médiévale même, puisque cette question de faire débuter la période, elle remonte directement au XIVe siècle. En fait, la création de la période médiévale, on la doit à Pétrarque, au XIVe siècle. Pétrarque, qu'on peut donc considérer comme un homme médiéval, s'était interrogé sur comment on était passé d'un monde antique, éclairé, raffiné, bref, le cliché fantasmé, à cette période qu'il a vécue, où on commence à peine à redécouvrir le savoir-faire antique. Pour Pétrarque, la période qu'il est en train de vivre, où l'Antiquité commence à renaître de ses cendres, selon lui en tout cas, eh ben, c'est une période qui doit être différente de celle qu'a connue ses ancêtres. Il veut la rattacher directement à l'Antiquité, et du coup, eh ben, sobrement, entre la fin de l'Antiquité qu'il fantasme et sa période de vie, il va appeler ça les âges moyens. Sous-entendu sombre, pas foufou, où il se passe pas grand-chose, où c'est rempli de bourrin, et on oublie tout ce qui se passe. Bref, la création du Moyen-Âge, on la doit à Pétrarque, et c'est de la propagande. C'est là pour dire que lui et ses contemporains, contrairement à leur père, leur grand-mère et tous leurs ancêtres, eh ben ce sont pas des bourrins, mais des hommes raffinés, comme dans l'Antiquité. Et cette vision de Pétrarque a fait énormément de mal à l'étude de l'histoire et à l'étude de la période médiévale, puisque pour lui c'est une période de régression, voire même une espèce de retour à l'âge de pierre. Et du coup, de nombreux historiens ont pris ces travaux comme une source, comme quelque chose de plutôt fiable, et n'ont pas cherché à comprendre si Pétrarque avait une espèce de volonté à critiquer ce qui se passait avant. Et si bien que c'est ancré dans la mémoire collective que les débuts de la période médiévale, que tout ce qu'il y a avant les 13-14e siècles, c'est des trucs qui sont pas foufous, où il y a des bourrins, où c'est de l'obscurantisme, et que plus on remonte vers les débuts du Moyen-Âge, plus c'est obscur, alors que paradoxalement, on se rapproche de plus en plus de l'Antiquité sacro-sainte. Et ça, ça a fait du mal chez les historiens, et notamment parmi les premiers d'entre eux, dont encore une fois, Monsieur Le Goff. Sans doute, les barbares adoptent autant qu'ils le peuvent ce que l'Empire romain a légué de supérieur, surtout dans le domaine de la culture. Mais ici, comme là, ils ont précipité, aggravé, exagéré la décadence amorcée sous le Bas-Empire. D'un déclin, ils ont fait une régression. Ils ont amalgamé une triple barbarie. La leur, celle du monde romain décrépit, et celle des vieilles forces primitives antérieures au vernis romain. Régression quantitative d'abord. Ils ont détruit des vies humaines, monuments, équipements économiques. Ils ont participé à une chute démographique. Il y a eu la perte de trésors d'art, la perte de trésors économiques, la ruine des routes, des ateliers, des entrepôts, des systèmes d'irrigation, des cultures, destruction continuée, car les monuments antiques en ruine servent de carrière, où on prend les pierres, les colonnes, les ornements, incapables de créer, de produire, le monde barbare réemploie. Dans ce monde appauvri, sous-alimenté, affaibli, une calamité naturelle vient achever
ce que le barbare a commencé. Alors je sais, vous allez me dire, mais arrête de le critiquer, si tu l'aimes pas, pourquoi tu le lis? Eh ben justement, c'est parce que j'adore Jacques Le Goff. C'est pour moi l'un des médiévistes les plus brillants qu'on ait eu. Et quand on a appris sa disparition, on s'est bien dit que dans le monde scientifique, ça va être compliqué de faire sans Jacques Le Goff aujourd'hui. Toujours est-il que, justement, que quelqu'un comme lui, quelqu'un de sa trempe, de son niveau intellectuel, quelqu'un qui connaît si bien la période médiévale, puisse tenir des propos pareils sur les débuts de la période, eh ben ça doit nous amener à quand même se poser des questions. Pourquoi les débuts du Moyen-Âge sont vus comme ça? Pourquoi des gens comme Jacques Le Goff tiennent à ces images de propagande issues de Pétrarque et vont nous dire que le début du Moyen-Âge est une période sombre, une période de brutalité, et même pire, une période de régression où les mecs sont incapables de construire le moindre bâtiment. Parce que le début du Moyen-Âge n'est pas aussi cliché et sombre que décrit par Jacques Le Goff. Certes, il ne faut pas le fantasmer, faut pas minimiser les violences. C'est évident qu'on n'était clairement pas dans le monde des bisounours à cette époque. Mais à titre d'exemple, entre les débuts du Moyen-Âge et la fin de l'Antiquité, eh ben, le tableau décrit par Pétrarque et repris ici par Le Goff correspond beaucoup plus à la période antique, au 3e et 4e siècle. Typiquement, l'archéologie atteste aujourd'hui qu'on construit plus de thermes, de bains, d'équipements urbains, de palais au 5e, 6e siècle qu'au 3e, 4e siècle. Le réemploi existe, évidemment, mais n'est pas plus important à cette période qu'à la période antique ou moderne. La période moderne où on va s'amuser justement à détruire les châteaux forts pour construire les châteaux en bord de Loire, les forts de Vauban, les bâtiments, les arcs de triomphe, etc. L'homme alto-médiéval n'est pas plus fainéant ou teuteux qu'un autre. Le réemploi des constructions antiques romaines pour en faire des carrières de pierre, c'est commun, et ça, à toutes les époques. Et on les comprend, les gonzes. À quoi bon se faire chier à creuser un trou, chercher du caillou, l'extraire, le tailler, pour en faire 6 ou 10 000 caillasses, le tout pour construire une église ou un château, ou même une cathédrale, quand à 10 mètres de chez toi, t'as un aqueduc, une arène, une villa qui tombe en ruine, que personne n'utilise, et dont les pierres sont déjà parfaitement taillées, et qu'en plus de ça, t'as juste à te servir, c'est gratuit. En fait, ce qui est révélé avec l'historiographie, quand on étudie les débuts de la période médiévale, c'est un désintérêt et une méconnaissance totale de cette dernière, entérinant les clichés. Si on parle généralement d'un beau Moyen-Âge pour l'après-11e siècle, ou d'un Moyen-Âge tardif pour les 14-15e siècles, ça signifie par là que pour le premier, c'est un âge un peu romantique, quant au second, ne fait plus tellement partie de cette période sombre, et voire même des fois jugée honteuse. En revanche, pour les débuts de la période, là, on parle pas de bon Moyen-Âge, ou de Moyen-Âge tardif, mais plutôt, d'âge sombre, de période de trouble, d'instabilité. Et pourtant, si on regarde les chiffres pour une fois, la dynastie mérovingienne, si décriée pour être justement aussi instable parmi toutes les dynasties des monarchies françaises, est restée plus longtemps au pouvoir entre 481 et 751, voire même, si certains veulent chipoter, entre 509 et 737, date à laquelle 509 Clovis est reconnu par Anastase, et 737 si on enlève le règne douteux de Childéric III, que les Bourbons, qui sont pourtant emblématiques, mais ne vont rester au pouvoir qu'entre 1589 et 1792. Et même, si vous voulez chipoter et les mettre jusqu'à 1830 en oubliant Bonaparte, la dynastie mérovingienne et les dynasties alto-médiévales restent plus longtemps au pouvoir que la majorité des dynasties postérieures à eux. Pareil, le cliché, ici dit par Le Goff, d'une civilisation qui ne construit pas, qui ne bâtit pas, mais y a pas d'autre mot que de dire que c'est une connerie monumentale, et pourtant quelqu'un comme lui dit ça. Mais si on réemploie, c'est sous-entendu quoi, à part construire quelque chose? Pourquoi les mecs iraient s'amuser à démonter des théâtres antiques, si ce n'est pour construire derrière? Le souci principal, c'est que la plupart des bâtiments alto-médiévaux, aujourd'hui, il en reste pas grand-chose, justement à cause du réemploi. Les mecs qui sont derrière ont construit par-dessus ou détruit des bâtiments alto-médiévaux afin de construire leur château ou leur cathédrale. Et du coup, comme aucune preuve visible aujourd'hui n'apparaît, on se dit que les mecs n'ont rien construit et simplement détruit gratuitement les bâtiments antiques, et ce qui colle parfaitement à l'image du barbare en pagne, à moitié à poil avec son gourdin, qui est venu défoncer l'Empire romain. Tout ça pour vous dire que ce raisonnement de dire ce n'est pas visible les constructions alto-médiévales, donc les mecs n'ont rien construit, ce serait aussi débile de dire que les mecs des 12, 13e siècle ou 11e siècle, n'ont rien construit. Car aujourd'hui, des vestiges de ces siècles-là, on en a pas beaucoup. Beaucoup ont justement été reconstruits, ou alors on a construit des éléments postérieurs par-dessus. Et pourtant, on sait que ces châteaux, ces cathédrales sont là, on sait qu'ils sont forts et symboliques, et on va pas s'amuser à dire qu'au XIe siècle, les mecs n'ont absolument rien bâti. Parce qu'au XIe siècle,
on n'est plus dans les temps barbares selon l'historiographie, et donc forcément les gonzes sont un poil plus raffinés, et eux ont découvert les technologies de construction. Et pourtant, combien d'entre eux vont alors mettre un petit panneau pour indiquer que cette fondation, ce mur, ou même cette simple caillasse, correspond à une phase antérieure du 11, 12 ou 13e siècle, afin de dire que ce château est là depuis un bon moment. Ce vestige n'est pourtant pas aussi visible, il a souvent été reconstruit, déplacé ou recouvert par des vestiges postérieurs, mais on l'indique, car à partir du 11e, on n'est plus dans ce temps barbare, puisque quand il s'agit des vestiges des 5, 6, 7e siècles, là, on n'a aucune indication, comme si ce bâtiment, ce château, apparaissait alors directement au 11e siècle, alors que si on l'a mis là, c'est pour une raison simple, il y avait déjà quelque chose avant. Les premiers royaumes médiévaux se sont installés sur des anciennes villas romaines, sur des temples romains, afin de construire leur lieu de pouvoir, leur lieu de culte. Les Romains eux-mêmes ont fait pareil quand ils ont conquis la plupart de leur territoire. Et pendant 1000 ans, les hommes du Moyen-Âge ont continué, en construisant par-dessus les bâtiments alto-médiévaux, afin de laisser apparaître qu'aujourd'hui, qu'une immense majorité de bâtiments allant entre les 13e et 15e siècles. Comme si le 5e n'avait tout simplement jamais existé. Et cet oubli des débuts de la période médiévale, on ne la doit pas qu'au patrimoine ou aux travaux des historiens contemporains, mais à toutes les strates de l'étude de la période. Sur combien de bouquins vous pouvez aller chercher, on va trouver histoire de telle période ou de telle pratique médiévale, mais en sous-titre en petit, uniquement 14-15e siècle, que ce soit sur l'histoire sociale, économique, de l'architecture, même sur la torture, quand une fois j'ai voulu me renseigner sur la question, il n'y avait rien avant le XIIIe siècle. Et cette prédominance de la partie basse médiévale, on la retrouve à toutes les échelles justement. C'est la majorité des papiers écrits par les historiens, des thèses rendues par les étudiants. La production scientifique et la documentation se concentrent en majorité sur la partie basse médiévale. Même dans les AMHE, aujourd'hui on va retrouver beaucoup de pratiquants qui vont faire de l'épée 14-15e siècle, type italienne ou allemande, et qui est basse médiévale, sous prétexte que, avant le 15e siècle, on trouve pas grand chose, il y a Bayeux, et c'est tout. Alors que bon sang, par exemple, on a ça. Je sais pas si on voit bien, je vous mettrai peut-être une image, mais c'est un traité du XIIIe siècle sur comment combattre à l'épée bouclier, mais qui, en majorité aujourd'hui, est utilisé pour faire de l'épée boxe italienne, type XVIe siècle. C'est vous dire si justement, ce qui se passe avant le XIIIe siècle, on s'en fout dans l'étude scientifique. Alors je sais, je vais pas me faire que des copains avec cette vidéo, mais c'est pas le but, et je suis pas là non plus pour insulter qui que ce soit. C'est juste que pour ensemble, on arrive quand même un peu à remettre en question cette idée et cette prédominance de la partie basse médiévale, comme si le Moyen-Âge occidental ne se résumait qu'au XIVe et XVe siècle, et qu'avant, il y avait rien à part des bourrins. Cette mentalité de dire avant le Xe siècle c'est que des bourrins et du caca, c'est une connerie monumentale. Et le fait que ce soit une idée si répandue dans la mémoire collective devrait nous amener quand même à une curiosité scientifique et à aller chercher sur pourquoi et comment on pense ça, et surtout, est-ce que c'est vrai dans le fond? Est-ce qu'on a raison de dire ça? Mais malheureusement, c'est pas pour aujourd'hui, et ça je le comprends bien, puisque il y a un effet boule de neige. La majorité des étudiants, des gens curieux ou des amateurs d'histoire, quand on va se pencher sur la question médiévale, le fait qu'on trouve quasiment aucun document sur la partie alto médiévale et les débuts de la période, et que le peu qu'on trouve sont des choses qui sont dites quand même par Le Goff, qui fait figure d'un des tauliers de la discipline pour dire que c'est pas intéressant, c'est que des bourrins, les mecs savent pas construire, forcément, on va pas l'étudier. On va se dire que la période n'est pas intéressante, et même pire que ça se trouve qu'il y a rien à dire sur le sujet. Alors que pourtant, il y en a des choses à dire sur la période alto-médiévale. Alors je sais, c'est peut-être le passionné de la période qui vous parle, mais bordel, dire que c'est pas intéressant et qu'il y a rien à raconter, mais c'est une connerie encore une fois monumentale. À titre de comparaison, on n'arrive même pas à décider quel élément débute la période médiévale. On place ça un peu largement entre les 3e et 8e siècles, alors qu'il y a tellement d'événements qui justifieraient ça, qu'on sait pas se fixer, et qu'on cherche même pas à trouver une solution. Alors qu'au contraire, on a tellement de personnes qui bossent sur la partie basse médiévale, que pour la fin de la période en Occident, on a toujours les mêmes articulations, l'idée entérinée, et pourtant, on continue de sortir des papiers. Que ce soit sur l'utilisation de la poudre, l'apparition de l'artillerie, la découverte du Nouveau Monde, les guerres de religion, ou la fin d'Empire d'Orient. Voire même, la fin des royaumes musulmans sur le continent européen. Et justement, on peut peut-être alors se servir de ça pour délimiter la période. Si on est peu à étudier la question de la période alto-médiévale, et beaucoup à traiter de la question basse,
Eh ben, si on fait terminer la période basse médiévale avec la fin de l'Empire romain d'Orient, pourquoi ne pas faire débuter le monde médiéval avec la création de ce dernier et 286 ? Et bah ça, tout simplement parce que les antiquisants ne sont pas prêts et vont faire chier tout le monde. Parce que pour eux, la période médiévale, c'est un monde où on chie sur des truelles pour faire des briques, et dire que leur sacro-sainte antiquité fait déjà partie du monde médiéval, ils ne peuvent pas l'entendre. C'est vraiment un gros tas de merde. Alors, on les comprend, et on pourrait leur laisser quelques siècles de plus et prendre 395 et la séparation définitive de l'Empire. En plus de ça, on est au 4e siècle, donc pourquoi pas, et là encore, ça marcherait historiographiquement. On est sur un empire romain qui est devenu chrétien, presque même médiéval dans son fonctionnement, mais si pour la partie orientale ça marcherait, et ça ferait un joli cadre médiéval 395-1453, pour toute l'Europe occidentale autre que le monde hellénistique, et bien 395, y a pas grand chose à en dire finalement, et il y a des changements qui vont être beaucoup plus profonds à venir que 395. Faire débuter la période médiévale à cette époque-là n'a pas véritablement de sens pour cette partie de l'Europe. On peut se dire alors pourquoi pas prendre l'autre borne de la basse médiévale, et 1492 avec la fin de la Reconquista. Mais là encore, ça ferait débuter un monde médiéval bientôt tardivement. Les antiquisants seraient pas contents, car les 5e et 6e siècles feraient partie de la période antique, et pour eux, c'en est clairement pas. Alors que, avec 722 et les débuts de la Reconquista, on pourrait peut-être même chipoter et prendre 10 ans plus tôt, ça pourrait être symbolique, les débuts de la conquête musulmane et la fin sur l'Europe continentale. Mais là encore, on aurait un problème de borne, puisque si 722-1492 marcherait bien pour l'Europe occidentale, pour l'Europe orientale et le bassin méditerranéen, eh ben ça signifierait pas grand-chose. Dans ce cas, on pourrait alors prendre beaucoup plus large et finalement faire débuter les débuts de la période médiévale avec l'expansion de l'islam et 630. Et c'est d'ailleurs la thèse d'Henri Pirenne, qui explique dans son Mahomet et Charlemagne que sans expansion de l'islam, la Méditerranée serait restée un lac romain, certes détenu par des peuples germains, mais romanisés. La conquête des côtes nord-africaines, du Proche-Orient, de la Sardaigne, des Baléares, de la Corse, de la Sicile et de l'Hispanie, a alors, selon lui, poussé à faire remonter le pouvoir politique romain vers le nord, vers les royaumes francs, ce qui permet alors à ces derniers de se développer, de devenir le centre des royaumes occidentaux, et d'ainsi créer l'État franc, qui dominera l'ensemble du monde médiéval occidental. N'en déplaise donc à Jean-Michel Pfaff, sans expansion musulmane, pas de Charlemagne. Et cette thèse de Pirenne qui fait débuter l'Europe médiévale au 7e siècle, avec la fin des échanges pluriséculaires en Méditerranée selon lui, c'est peut-être ça qui fait basculer le bassin méditerranéen dans l'Europe médiévale après tout. Bien que, je dois bien le dire, la fin des échanges en Méditerranée, eh ben c'est un peu faux. Les contacts Orient-Occident existent encore à cette période et il y aurait bon nombre de clichés à défoncer. C'est vrai que bon, les échanges sont plus limités que quand la Méditerranée était une sorte de mare nostrum romaine, mais les échanges existent, et ça, eh ben, grâce aux intermédiaires grecs principalement, mais aussi, eh ben, aux républiques marchandes qui vont commencer à naître à cette période. Mais toujours est-il que c'est vrai qu'à partir du 7e siècle, eh ben, on voit de profonds changements dans l'Europe occidentale. Le pouvoir latin passe de la Méditerranée, de l'Italie et de la Grèce, progressivement plus au nord, avec le Saint-Empire, les royaumes francs, l'Angleterre. Et c'est vrai que du coup, la thèse de Pirenne sur ce coup, je dois bien vous l'avouer, eh ben fait plus ou moins de sens. Mais ça, et ce serait pas drôle autrement, vous en conviendrez, c'est si on étudie l'histoire au travers d'un prisme économique. Les échanges en Méditerranée, ces échanges commerciaux, sont importants, sont cruciaux, vont même faire partie justement, je pense, de ce qui va faire de la culture justement de l'ensemble de ce bassin méditerranéen, de ce brassage culturel qui est propre au monde occidental. Mais toujours est-il que ça marche bien justement pour les échanges économiques et pour le prisme. Mais faire débuter la période médiévale avec l'avènement de l'islam, eh ben, on aurait plutôt tendance à dire que c'est faire débuter la période au travers d'un prisme religieux. L'islam, c'est pas sans vous l'apprendre, étant une religion. Mais dans ce cas, pourquoi pas ne faire débuter la période médiévale avec la démocratisation du christianisme dès le 4e siècle et 313. Après tout, à partir de 313, on a quand même de profonds changements dans l'Europe occidentale et l'ensemble du bassin méditerranéen. Les empereurs romains deviennent des empereurs chrétiens, avec un fonctionnement de l'empire qui est très proche des empires médiévaux. Artistiquement d'ailleurs, à partir du 4e siècle justement, ces empereurs romains-là ne sont plus représentés aussi traditionnellement que dans la période antique, mais bien comme des souverains médiévaux, avec notamment l'apparition des regalia,
la couronne, le glaive, le globe et le sceptre. À chaque fois que j'entrevois une réponse, elle disparaît. C'est à vous rendre fou. Bon alors du coup, avec tout ça, puisque je pense que je vous ai quand même assez perdu, pour répondre à la question, Justinien finalement, c'est un personnage antique ou médiéval? Et ben de réponse, il y en a pas. Si vous voulez mon avis personnel, pour moi, et ça va faire un peu une sorte de mise au point entre les deux, Justinien est un personnage antique qui évolue dans un monde médiéval. Justinien s'inscrit tout bonnement dans la suite logique de ses prédécesseurs Théodose et Constantin, qui, comme lui, ont réussi à réunifier l'Empire romain. Les personnages se ressemblent fortement dans leur fonctionnement, dans leur vision de l'Empire romain et du bassin méditerranéen. Du coup, pourquoi mettre Justinien à part et quelqu'un de complètement différent? C'est un empereur romain, et comme ses prédécesseurs, il va tenter à rétablir le pouvoir romain en Europe occidentale. Sauf que, contrairement à ces derniers, lui évolue dans un monde médiéval, car si Théodose et Constantin, eux, avaient une espèce d'empire romain d'Occident, soit à restaurer, soit à renforcer, pour Justinien, il n'existait plus. L'Italie ostrogothique, certes, était toujours là et était une sorte de fonctionnaire romain, la régence impériale et les responsables de la question occidentale. Mais Justinien n'a pas cherché à rétablir un empire romain d'Occident, et c'est bien avec lui que va commencer à naître justement les prémices du monde byzantin, propre à l'histoire médiévale. Typiquement, prenons un cas concret. Sous le règne de Justinien, on va prendre des villes au pif, comme Rome, Constantinople, Lyon, Alexandrie, Londres, et celles que vous voulez pour la suite. Pour ses habitants, ils sont dans un monde antique ou médiévaux? Eh ben, les réponses sont bien possibles pour les deux. Prenez un habitant par exemple de Lyon. On est sous les Gaules mérovingiennes, bien longtemps après Clovis, et ce type-là, eh ben, est déjà bien entré dans la période médiévale. Alors que dans le même temps, un Alexandrin, eh ben, est toujours sous l'Empire romain d'Orient et n'a vu aucune différence, et ça depuis les 2e ou 3e siècles dans le fonctionnement de sa vie de tous les jours. L'Alexandrin vit dans un monde antique, le Lyonnais dans un monde médiéval. Et Justinien est à la croisée des chemins entre les deux, puisque en fait, ce découpage en période antique et médiévale n'a pas de sens à l'échelle humaine. C'est simplement du temps qui passe, et qu'à un moment donné, on se dit que finalement, ces mecs qui vivent dans ce cadre géographique donné et dans cette temporalité n'ont plus rien à voir avec leurs ancêtres, et que donc, on est dans une nouvelle période. Il faut absolument chercher où débute celle-ci, alors qu'en fin de compte, un début de période, eh ben y en a pas. Car finalement, vous l'aurez compris tout seul, faire débuter le début de la période médiévale, eh ben c'est une chimère, c'est quelque chose d'irréalisable. Il n'y a pas de date, il n'y a pas d'éléments clés, c'est un long processus au travers plusieurs siècles. Alors certes, pédagogiquement, c'est intéressant de trouver un siècle ou même une date précise. On aime bien mettre des choses dans des boîtes, et du coup, on se dit que ça doit être pareil pour la période médiévale. Mais ce découpage en période n'a pas véritablement de sens. L'histoire, c'est une science sociale, une science humaine, c'est l'étude de vie de gens qui ont vécu dans le passé. Et pour ces gens, il n'y a pas véritablement de changement de période. Le changement de la période antique à médiévale, c'est pas quelque chose de binaire. C'est pas en 475 on est un citoyen de l'Antiquité, et en 476 du monde médiéval. C'est quelque chose de long, c'est un processus, et l'histoire ne se résume pas à une date ou à des événements. C'est quelque chose en mouvement perpétuel, de continu, quelque chose qui s'étudie, mais surtout, qui se débat. À la prochaine fois. Le bisou. Merci à tous les membres de la chaîne, que ce soit sur Tipeee ou KissKissBankBank pour la production de cette vidéo. Si vous aussi vous avez envie de soutenir la chaîne, vous pouvez retrouver les pages en description. Vous pouvez aussi m'aider en téléchargeant gratuitement l'application de quiz historique Chronica, sur laquelle je bosse avec d'autres vidéastes. Elle est disponible gratuitement sur iOS et Android. Et en plus de ça, c'est un moyen gratuit de venir me soutenir, moi et mes camarades, si le cœur vous en dit. Prenez soin de vous. Rebisous.